Bonjour à tous, moi c'est Marine Leroux, je suis en 3e année de thèse aussi au laboratoire d'automatique de génie des procédés et génie informatique. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon sujet de thèse qui s'intitule « Trafic lipidique chez les macrophages infectés par Leishmania ». Je suis sous la direction du docteur Azouz Maaj Samira, du professeur Delton Isabelle et du professeur Lawton Philippe. La leishmaniose, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui est mortelle, qui est due à des parasites du genre Leishmania. C'est une transmission qui est vectorielle par les phlébotomes, ou aussi appelée mouche des sables. Elle concerne donc 88 pays. Il y a 12 millions de personnes infectées, 2 millions de nouveaux cas par an et 20 000 à 30 000 décès. La distribution géographique, elle concerne deux grosses régions que l'on appelle ici le Nouveau Monde et l'Ancien Monde. Le Nouveau Monde, il va regrouper l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Et l'Ancien Monde va regrouper l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Le vecteur, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un petit moucheron, donc un phlébotome, et il va piquer généralement la nuit. Les réservoirs sont quant à eux des canidés, des rongeurs ou l'homme. Le parasite. Il existe sous deux formes. Tout d'abord, nous avons la forme qui est chez l'hôte, la forme dite amastygote. Cette forme, en fait, elle est arrondie, immobile, intracellulaire et elle mesure de 2 à 6 micromètres de diamètre. La deuxième forme, elle est retrouvée chez le vecteur, c'est la forme promastygote. Celle-ci, elle est allongée, mobile, on voit bien son flagelle, elle est extracellulaire et elle mesure de 10 à 25 micromètres de longueur. Mais quel est le cycle de vie de ce parasite? Lorsqu'un phlébotome va prendre un repas sanguin chez l'hôte, il va inoculer le parasite, que vous voyez ici sous la forme promastygote. Ensuite, ils vont être phagocytés par des macrophages. Donc ils vont rentrer dans les macrophages qui sont des cellules du système immunitaire de l'hôte. Ensuite, ceux-ci vont se différencier sous forme amastygote et ils vont se multiplier jusqu'à éclater les macrophages et ils vont pouvoir coloniser les macrophages avoisinants. Un phlébotome, lui, quant à lui, va s'infecter en prenant un repas sanguin chez un hôte infecté. Il va aspirer donc les amastygotes dans les macrophages et ensuite ils vont se redifférencier sous forme promastygote dans l'insecte. Les manifestations cliniques. Il y a la leishmaniose tégumentaire avec la leishmaniose cutanée. Donc la leishmaniose cutanée, elle est autorésolutive, c'est la forme la moins grave et on peut voir ici que ça forme des petites papules rouges. Il y a la leishmaniose cutanéo-muqueuse qui, quant à elle, fait des lésions au niveau bucco-pharyngé. La leishmaniose viscérale, quant à elle, elle est mortelle en absence de traitement et elle va causer de la fièvre ou une hépatosplénomégalie comme on peut voir sur cette image. Les traitements, il en existe plusieurs, je vais vous les citer. Il y a les antimonés pentavalents, l'amphotericine B, la miltéphosine ou la paroromycine. Le problème de ces traitements, c'est qu'ils vont être toxiques, très coûteux, et les parasites y deviennent résistants. C'est pourquoi je vais vous expliquer en quoi les lipides ils sont importants dans cette maladie. Donc déjà, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un lipide? C'est un constituant des membranes cellulaires de l'organisme. Il existe différentes classes, notamment les acides gras, le cholestérol ou les phospholipides. Ici, les lipides ils sont importants dans la biologie du parasite, car en fait, ils interagissent avec le macrophage hôte pendant l'infection. On sait déjà de nombreuses choses sur les lipides, notamment que le cholestérol des macrophages il est important pour l'entrée des parasites. On sait aussi que les modifications de la composition lipidique des promastygotes il peut entraîner une résistance au traitement, comme j'ai évoqué précédemment. Et des études précédemment, nous avons montré au laboratoire qu'il y avait des modifications du profil lipidique donc, au cours du cycle de vie, de la forme promastygote en forme amastygote, avec notamment une augmentation du cholestérol et le changement dans la composition en acides gras, dont 2 particulièrement sur lesquels je vais travailler. Quel a été donc l'objectif ici de ma thèse? C'était d'étudier le rôle des 2 acides gras dans l'affectivité de Leishmania, les 2 acides gras que j'ai parlé précédemment. Lesquels sont-ils? Il y a tout d'abord l'acide arachidonique, que j'appellerai AA, et l'acide docosahexaénoïque, que nous pourrons appeler DHA. Donc, je vais supplémenter mes parasites avec ces 2 acides gras.
Et ensuite, je vais regarder l'impact de la supplémentation en acides gras sur notamment la composition dans les parasites, la production des métabolites et l'infectivité du parasite. Vous allez pouvoir voir écrit MON1, MON24 sur les différents graphiques. Ce sont en fait deux isolats de souche humaine de Leishmania infantum. L'une cause la leishmaniose viscérale et la deuxième la leishmaniose cutanée. Les macrophages, ce sont des macrophages de souris. Et les acides gras, je les ai renotés ici. Donc l'acide arachidonique est le 24N-6 et l'acide docosahexanoïque est le 22,6N-3. Ils sont utilisés à deux concentrations, 50 et 100 micromolaires, et l'enrichissement se fait pendant 24 heures. Tout d'abord, comment on procède? On supplémente les promastigotes. Comment on fait? C'est tout simple. On récupère nos cultures de promastigotes et ensuite, on va venir ajouter l'acide gras, soit l'acide arachidonique, soit le DHA dans le milieu de culture. Ensuite, on a regardé la composition en acide gras de nos parasites. Qu'est-ce qu'on a pu mettre en évidence ici? C'est qu'il y avait une supplémentation. Donc en fait, les parasites se sont bien enrichis avec les acides gras qu'on leur avait donnés, parce qu'on voit ici une augmentation des acides gras dans la souche MON1 et MON24. Ensuite, comment on a fait? Après avoir enrichi nos parasites, on a voulu voir l'effet de l'infectivité. Donc de la même façon, j'ai récupéré les promastigotes que j'ai enrichis et ensuite, on a infecté les cellules avec. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc ici, vous avez des photos de microscopie à fluorescence. Donc c'est une couleur bleue parce qu'on utilise du DAPI qui colore les noyaux. Vous avez à gauche des macrophages infectés par des parasites contrôle, donc qui n'ont pas été enrichis. Et ensuite, ici, vous avez des macrophages infectés avec des promastigotes enrichis en acide arachidonique. Pour que vous compreniez mieux, je vous ai mis en pointillé rouge ici les macrophages. Donc il n'y en a que quelques-uns qui ont été entourés, mais c'est pour que vous puissiez analyser avec moi ces images. Et ensuite, je vous ai mis en vert, donc principalement ici, les parasites intracellulaires qui se retrouvent en fait dans le cytoplasme du macrophage. Donc qu'est-ce que cette image elle peut nous montrer? Déjà, c'est qu'on avait plus de parasites intracellulaires dans les macrophages. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, c'est visuel, mais il faut les compter. On ne peut pas juste donner des indications avec des images. Donc pour cela, on a fait la charge parasitaire. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, on avait une augmentation de l'infectivité lorsque les parasites ils sont enrichis avec l'acide arachidonique, donc pour les deux souches, tandis que lorsque les parasites sont enrichis avec le DHA, il y a une augmentation de l'infectivité pour la souche MON24. À la suite de ça, après donc, avoir enrichi nos parasites, nous avons regardé les métabolites oxygénés. En fait, ces métabolites ils sont obtenus après l'oxydation des acides gras. On sait qu'ils jouent un rôle sur le macrophage au niveau de l'inflammation et ils jouent aussi un rôle au niveau de la survie du parasite. Il faut savoir que ces métabolites oxygénés, s'ils dérivent du DHA ou de l'acide arachidonique, ils n'ont pas les mêmes effets. Pour le DHA, ils vont plutôt réduire l'inflammation, tandis que pour l'acide arachidonique, ils vont favoriser l'inflammation. Donc de la même façon, on a enrichi les promastigotes, donc en récupérant la culture et en l'ajoutant dans le milieu de culture. Et qu'est-ce qu'on a obtenu? Ici, on peut voir en fait qu'on a une production et une augmentation des métabolites oxygénés dérivés de ces deux acides gras, l'acide arachidonique et le DHA. Pour finir, nous avons voulu voir les espèces réactives oxygénées qu'on va appeler ROS. Qu'est-ce que c'est? Finalement, ce sont des molécules qui sont produites par le macrophage en réponse à l'affection. En fait, ce sont les armes du macrophage pour se défendre. Il y a différentes molécules comme l'oxyde nitrique, le superoxyde et le peroxyde d'hydrogène. Donc de la même façon, lorsque le parasite va rentrer dans le macrophage, celui-ci va se défendre et va produire ces molécules, et c'est ce que nous allons regarder. Pour ce faire, toujours de la même façon, nous avons enrichi les promastigotes et nous avons infecté les macrophages avec ces parasites enrichis. Dans ce premier graphique, nous pouvons voir une première chose. Donc, vous avez des proportions différentes de parasites par macrophage. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est que finalement, on a une augmentation des ROS
avec l'augmentation du nombre de parasites par cellule. Donc le macrophage, il produit plus de ROS, plus il y a de parasites. Ensuite, nous avons refait la même chose avec cette fois-ci nos parasites enrichis. Ici, nous voyons qu'il y a bien une production de ROS, mais il n'y a rien de significatif entre les promastigotes qui sont enrichis et ceux qui ne le sont pas. Ces résultats nous montrent bien que les acides gras ils vont jouer un rôle dans l'infectivité du parasite. Finalement, ces travaux nous permettent quoi? De comprendre le comportement des parasites enrichis. Ils nous permettent également de comprendre comment la présence des acides gras dans l'environnement ils vont influencer le parasite et dans le macrophage et le développement de l'infection, et de confirmer le rôle essentiel des lipides dans l'infection. Il faudra continuer les investigations afin de trouver de nouvelles thérapeutiques pour la suite. À la suite de ça, nous allons travailler, toujours dans la continuité, sur un phospholipide qui s'appelle le bismonoacylglycérophosphate. On va l'étudier dans l'entrée et la survie du parasite à l'intérieur du macrophage. En effet, il est présent dans les endosomes tardifs et il va moduler l'oxydation du cholestérol qui est important pour l'entrée du parasite dans les macrophages. Je remercie mon équipe et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Alors, je vais essayer de les faire dans l'ordre. De la part d'Antonin, pourquoi les parasites ne sont pas lysés dans le macrophage? Je ne connais pas le terme. Ils ne sont pas lysés? L-Y-S oui. et S. Non, le parasite, il va rentrer dans le macrophage et en fait, le macrophage n'arrive pas à se défendre pour après le tuer, tout simplement, en fait. C'est pour ça qu'il n'est pas lysé. Il peut rentrer dans le macrophage. Le macrophage, il est là pour... il va capter tous les agents pathogènes pour essayer de les détruire, mais en fait, il n'y arrive pas. Et c'est ça qu'on essaie de comprendre, par quel phénomène. Une question d'Antonin. Tu aurais des valeurs épidémiologiques, taux d'incidence, quels sont les traitements actuels? Taux d'incidence de la maladie. D'accord. Non, là, je n'ai pas les chiffres en tête, en tout cas, de l'épidémiologie. C'était quoi la deuxième partie de la question? Quels sont les traitements actuels? Les taux d'incidence, j'imagine que c'est aussi des chiffres de la maladie. Les traitements, je les avais mis. Donc, il y en a qui vont cibler notamment les lipides. Il y en a deux que j'ai parlé un petit peu précédemment. Mais il faut vraiment retenir de ces traitements qui sont coûteux et qui ne fonctionnent pas. C'est pour ça que vraiment on cherche une nouvelle thérapeutique. On n'en est qu'aux prémices, c'est que de la recherche fondamentale. Mais en comprenant le rôle de ces lipides un peu dans cette maladie, on arrivera à cibler mieux et à trouver vraiment une nouvelle thérapeutique. Une question de Sarah. La manipulation de ces parasites nécessite-t-elle des conditions ou des sécurités de laboratoire particulières? Alors, pour manipuler les parasites, il faut juste être sous un poste de sécurité microbiologique, donc avoir une blouse et des gants pour se protéger nous-mêmes, mais non, il n'y a rien de particulier. Question de Paul. Si la personne est en surpoids, a-t-elle plus de risques d'être infectée? En effet, si une personne, comme je vous ai parlé, avec notamment les acides gras, plus la personne elle va en avoir, plus elle risque d'être infectée. Comme je l'ai montré précédemment, lorsqu'on les a enrichis, on voit bien qu'ils sont plus infectieux. Donc une personne en surpoids risque de développer la maladie, oui, plus facilement. Question de Marion. Quel a été votre cursus scolaire avant votre entrée en thèse? C'est une bonne question. Alors, j'ai fait un parcours qui est un petit peu éparpillé dans toute la France, mais de façon générale, j'ai réalisé une licence en biologie, biochimie. Puis, j'ai pu basculer en biotechnologie pour faire un premier stage, donc déjà en parasitologie à l'Institut Pasteur, qui m'a un petit peu donné envie de poursuivre. Ensuite, je me suis dirigée sur un master biologie santé, pour finir ici à Lyon au master conception et optimisation des produits de santé. Donc j'ai vraiment un parcours
un peu de tout horizon et j'ai choisi vraiment de me spécialiser. Donc chaque année, je regardais un peu ce que le cursus pouvait proposer et puis j'ai choisi ce qui était le plus intéressant pour moi pour la suite de mes études. Mais c'est grâce à mon stage de Master 2 que je suis ici et que je travaille sur ce parasite de la leishmaniose.